Bonsoir à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle rubrique. Vous savez que ici nous sommes sans tabou et sans filtre. Et aujourd'hui j'ai un invité spécial. Vous la connaissez tous, mais j'ai besoin qu'aujourd'hui encore vous voyez l'humain derrière et non la personne des réseaux, et non la personne qui vous fait rire, non la personne qui vous ambiance. Donc avec moi aujourd'hui Annabelle. Bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien. Un peu timide, mais pour le moment, mais je vais bien. Ça va, ok. C'est comment le Bénin déjà? Le Bénin, c'est un pays d'accueil. J'aime bien. C'est la première fois. Et puis, mon expérience ici, c'est pas encore fini. J'ai encore quelques jours, mais je pense que c'est un pays que je pense que je revisiterai prochainement. Ah, ouais. T'as kiffé le Bénin là? Oh ouais. Ok. Tout le monde te connaît déjà, mais je voulais savoir si tu peux te présenter. Si tu dois te présenter avec tes mots, comment tu ferais? Je me présenterai tout simplement comme un être humain, comme tous les autres. Voilà, un être humain qui a des sentiments normal, comme toute autre personne. Et puis, je me présenterai tout simplement comme Annabelle, une influenceuse qui apporte un peu plus de la joie et de la bonne humeur aux autres. Et bon, c'est tout ce que je peux dire, en fait. Ok, d'accord. La première question, on connaît tous ton contenu sur les réseaux et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé déjà à commencer ce genre de contenu, à te lancer dans ça? Dans ce genre de contenu, premièrement, je dirais avec mon monde, avec mon passé, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, parce que, bon, nous tous, on a eu un passé, et puis les passés ne sont pas les mêmes, donc je dirais, nous avons eu des histoires, mais les histoires ne sont pas les mêmes, et les miennes sont un peu plus choquantes, et je pense que à travers ça, je me suis inspiré de ma propre vie, de mon expérience et de tout ce que j'ai vécu pour pouvoir exprimer ça à travers les réseaux sociaux et apporter quelque chose de positif à ceux qui en ont besoin. Surtout l'amour. Donner le sourire, donner l'amour, mettre les gens à l'aise. Parce que nous sommes ici dans le monde pour apporter le sourire et non pas pour mettre les gens mal à l'aise. Et ça, c'est mon combat, de faire rire les gens et non pas les mettre mal à l'aise. Ok. Et en fonction des réactions, des retours que tu as, tu penses que tu as atteint ton objectif? Je n'ai pas encore atteint. Il y a encore beaucoup de combats à faire, surtout dans le continent africain. On a encore beaucoup de boulot à faire et des personnes comme moi, je pense que je serai la bonne personne pour continuer toujours à se battre pour le meilleur des autres. Non pas pour moi, mais pour les autres. Parce que moi, j'ai envie de me battre pour les autres. Pour que les autres puissent avoir une meilleure vie quand nous ne serons plus là, parce qu'il y a les générations futures qui vont nous suivre. Donc pour moi, j'ai envie aussi de laisser une petite trace. Ouais. Et je pense que le reste, les autres feront aussi. Moi, je trouve quand même que tu as atteint ton objectif, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps à rigoler. Les gens qui sont stressés viennent sur tes vidéos et puis ils arrivent à se détendre quand même. Donc, franchement, tu fais quand même quelque chose d'impactant. Oh, merci beaucoup. Et moi, je veux savoir, parce que tu as parlé de chacun a sa vie, chacun a ses problèmes et tout. En dehors de, voilà, Annabelle qui fait rire les autres, est-ce que tu es heureux? Je ne suis pas vraiment heureux, à vrai dire. Je ne suis pas heureux. Je ne recherche pas aussi l'amour, comme si peut-être que j'achetais l'amour. Donc, je prends comme ça vient. Parce que derrière les caméras, ou bien derrière la personne qu'on voit qui est Annabelle, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de chocs et de traumatismes. Et tout cela, je l'ai vécu toute ma vie parce que on a détruit ma vie en fait. Les gens qui ont détruit ma vie, ce sont des personnes qui viennent de ma famille particulièrement. Et un oncle, un père est là pour élever un enfant et non pas pour le détruire. Et c'est ça que moi j'ai vécu. Donc, ça n'a pas été facile pour moi. Après ça, ma vie a changé, beaucoup de trucs ont changé. Je me suis retrouvé seul, sans le soutien de personne. Je n'avais que moi. Et en fait,
qu'est-ce que je peux te dire? J'ai été violée, en fait, par mon père, ouais, le frère de mon papa, direct dans la maison. Et ça n'a pas duré un jour, ça n'a pas duré 2 jours, ça n'a pas duré 3 jours. Ça a duré autant d'années que ça pouvait durer. Parce que quand j'étais un peu plus enfant, j'étais un peu, disons, un peu têtu. Et pour ma mère, elle disait que bon, il faut que je parte chez mon oncle pour que mon oncle essaie un peu de rester avec moi, essayer de causer avec moi. Mais elle ne savait pas qu'elle m'envoyait à l'enfer, ma propre mère. Et j'étais seule avec mon oncle, puis des choses qui se sont passées, ce ne sont pas des choses qui sont normales pour un enfant de cet âge. Quel âge? 7 ans et demi. Wow. Et cela a duré presque, puisque j'ai été sa femme, pendant près de 3 ans. À 7 ans, hein? Ouais. Il n'avait pas de compagne? Non. Et on ne vivait qu'à 2. Dans une petite ville au Cameroun qu'on appelle Edea. Et le pire dans ça, même quand ma mère venait me rendre visite, c'était pas... Je ne pouvais pas parler à ma mère parce que j'étais déjà sur son influence. Et donc, c'est comme s'il me dominait. J'étais vraiment enfant. Beaucoup enfant. Et c'est ça qui a aussi poussé la mort de ma mère aussi. Comment ça? Parce que à un certain moment donné, j'étais tombée malade. Voilà, parce que quand je grandissais, et puis 10 ans, 11 ans, j'avais complètement changé. Je me détestais moi-même à cet âge-là, alors qu'à cet âge-là, ce n'est pas normal. Non. Et j'étais obligée de me livrer à ma mère pour expliquer à ma mère la situation, en fait. Mais Elle n'a pas supporté. il était trop tard, en fait. Il était vraiment trop tard. Et puis, c'est comme ça que... Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis, on a appris un jour que, non, que la maison s'est brûlée. Et puis, ma mère est morte brûlée à l'intérieur. Comment ça? Ouais, au toute Cameroun. seule? Ouais, toute seule. On ne sait pas comment ça s'est passé. Voilà. Donc, Et toi, tu étais où? j'étais à Edea. Avec l'oncle, toujours? Edea. Avec l'oncle. À Edea. Mais ton père? Ton père même? Mon père est gabonais. Donc lui, il était au Gabon, c'est ça? Et moi, j'étais au Cameroun. Donc, c'est une situation un peu beaucoup très compliquée. Et je vis seulement avec les morceaux parce que j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Est-ce que papa, avant de mourir finalement, est-ce qu'il a appris ce qui s'est passé, ce que tu as vécu? Déjà, papa était du style un peu homophobe, mais j'étais son enfant. Et puis, on n'abordait pas ce genre de sujet parce que même mon père, je ne l'ai pas trop connu parce que j'ai grandi entre le Cameroun et le Gabon. Et puis, avec mon père, on n'avait pas vraiment des relations. Et après, je suis allé vivre avec lui, après la mort de maman. Et puis, papa aussi est mort aussi 1 mois après. On ne sait pas où c'est. En fait, je ne sais pas comment je peux expliquer vraiment ça, mais il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. Enchaîné, oui. À 11 ans, là? Ouais, beaucoup de trucs se sont passés. Et puis, je me suis retrouvé seul. Tu sais qu'en Afrique, on n'a pas vraiment beaucoup de soutien. Si ton père et ta mère ne sont plus là, tu devrais prendre des responsabilités pour toi-même. Et il a fallu que je fasse quelque chose à travers les réseaux sociaux et donner l'amour que moi je n'ai pas eu, moi je veux le transmettre aux autres. C'est pourquoi j'ai préféré aller sur les réseaux sociaux pour essayer de... C'est une façon pour moi d'oublier tout, de communiquer avec les autres et puis pour que quelqu'un ne puisse plus vivre une chose pareille et de donner un conseil à toutes les familles qui disent toujours que voilà, je vais donner mon enfant à ma tante, à la sœur de mon frère. Mais on ne sait pas réellement ce que ces enfants-là peuvent... Si. Et pour moi, c'est ça mon combat sur les réseaux sociaux. Est-ce que selon toi, il y a un moyen de créer
un certain lien avec les enfants. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui t'a manqué, par exemple, pour que dès que ça s'est passé la première fois, que tu ne puisses pas appeler ta mère ou aller vers elle et lui dire que voilà, on abuse de moi à la maison. J'étais enfant. Et puis j'étais sous l'influence. Nous avons des oncles qui sont un peu plus influents. Oui. Voilà, donc on peut dire un peu, il est trop tonton, il est trop méchant, il est trop dur. Et c'était un peu le genre d'oncle. Et on n'était pas dans la même ville. Ma mère était à Douala et mon oncle était à Edea, à 2 heures de là, comme on peut dire. Voilà, Cotonou et puis Lomé. Oui. Donc c'était très dur. Et puis maman ne venait pas me voir constamment. Voilà. Et dans cette absence-là, c'est lorsque beaucoup de choses se sont passées sans pour autant qu'elle se rende compte en fait. Tu as dit que finalement, avant que l'incident ne se produise, que tu lui as raconté ce qui se passait, non? Qui c'est à maman? Maman, oui. Non. Maman n'a pas su jusqu'à... Elle n'a pas su. Jusqu'à partir. Okay. La maman n'avait jamais su quelque chose jusqu'au dernier jour de sa mort. Comment ça se passe? Après que j'ai vécu ce que j'ai vécu avec mon oncle, je suis revenu retrouver ma mère, ma maman. Je ne l'ai rien dit. J'étais déjà grand, j'avais déjà 10 ans, 11 ans. Quand je reviens de DA, et puis je reste avec ma mère, je commence à me rendre compte que je faisais déjà des petits jeux, j'aimais déjà les petits garçons. Je voyais ça comme une sorcellerie, mais pour moi, je me suis dit que ce n'est pas la sorcellerie, c'est tout simplement quelqu'un qui voulait détruire quelque chose. Ou une étoile qui... Parce que quand on me regarde, la vie que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas normalement la vie que je devrais avoir. Je devais être normal comme tous les autres, normalement. C'est pourquoi j'avais dit que moi, je peux faire rester comme ça. Je m'habille en femme, mais je ne suis pas trans. Alors, quelques années plus tard, on a préparé mon billet. Ma tante au Gabon, la sœur de ma grand-mère, du côté camerounais. Elle vit au Gabon depuis plus de 50 ans. Alors c'est elle qui avait dit donc, elle a dit à ma mère que il est temps que cet enfant-là puisse aller reconnaître sa mère, son père au Gabon. Parce que mon père, on ne se voyait pas, on ne se connaissait pas. C'est comme ça qu'on a payé le billet. Je suis allé au Gabon. Je suis la sœur de ma grand-mère. En restant là-bas, ils m'ont torturé. Ils m'ont demandé de laisser l'homosexualité. Tout ça là, c'est à 11 ans, hein? 11 ans, 12 ans. Oui. Ils m'ont torturé, ils m'ont tapé, je ne partais même pas à l'école. Mais entre-temps, ma mère avait dit que il faut que je parte là-bas pour que je puisse un peu avoir un avenir un peu plus meilleur au Gabon. Ma grand-mère va s'occuper de moi, on va me mettre à l'école. J'ai mes oncles aussi là-bas, mais les autres oncles du côté maternel. Du côté de... oui. Et puis j'ai vécu l'enfer. Alors comment j'ai fait la rencontre avec mon père? Au Gabon, j'ai mes demi-frères et mes demi-sœurs avec une marâtre, donc ma belle-mère, avec qui a connu ma mère à l'époque quand ma mère était au Gabon. Alors j'avais des frères dans le quartier, là où ma grand-mère habitait. Alors, un jour, la sœur la femme de mon père passe. Elle me dit que c'est toi l'enfant de David. J'ai dit oui. Tu es arrivé quand? Tu es venu quand du Cameroun? Tu avais déjà ton père? Après, je lui ai glissé un papier. Je ne vais pas bien. Dis à papa que je ne vais pas bien, je veux rentrer. Je veux être avec lui. Je ne mangeais pas. 7 garçons m'attachaient avec des chaînes et on me tapait. Parce que moi, je sortais, j'étais vraiment têtu. Je sortais pour aller me balader parce que je me voyais comme si j'étais en prison. Et quand je rentrais, tout le monde m'attachait et on me tape. Leur propre neveu. Et ce que j'ai vécu, en fait, je suis un survivant, en fait. Sinon, je serais déjà mort depuis, je te jure. Et moi-même, je me demande même parfois comment j'ai fait pour... Mais je pense que quand on grandit, beaucoup de choses changent. Quand on grandit, beaucoup d'idées viennent, on rencontre aussi beaucoup de personnes. Mais j'ai beaucoup souffert. Et quand je rencontrais mon père, quand on m'avait tapé, on m'a torturé, j'avais des blessures sur tout le corps. Si je te montre mon dos, je te montre des cicatrices, tu vas crier.
Et pour moi, j'ai dit que comment on peut être dans une famille et puis tu oses faire ça à l'enfant de ta sœur ou de ton frère. C'est impossible. On est là pour lui donner une éducation et non pas pour détruire. Les enfants sont précieux. Pourquoi moi, on ne m'a pas donné cette chance? Alors c'est comme ça qu'on me tape un jour. Mon père vient donc me voir à la maison. Les Camerounais disaient que tu as abandonné l'enfant depuis, on ne te donne pas l'enfant. Donc, il ne voulait pas le rendre. Il ne voulait pas que tu partes avec lui. J'ai seulement causé avec lui. Là, il me dit, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Et après, mon père m'a fait signe. J'ai causé avec lui. Il m'a dit que non, il faut que je lui retrouve dans un studio photo pour qu'on me fasse des photos pour qu'il puisse avoir des raisons au tribunal. Je suis sorti très tôt le matin. Et puis, je suis allé au studio. Mais mon père n'était pas venu. Et quand je suis rentré à la maison, on m'a encore tapé et on m'a attaché. Mais entre-temps, ce n'était pas la faute de mon père. On l'avait envoyé en mission aux États-Unis. Alors, on fait alors le coup avec ma belle-mère. Il fallait que je m'enfuis de chez mes parents maternels pour que ma belle-mère me reprenne et m'amène maintenant chez mon père. Parce que mon père était connu beaucoup aussi. Il était chrétien, catholique. Comme ça que je me suis enfui. On m'a amené chez mon père. Je suis la troisième femme à mon père, avec qui mon père vivait en fait. Mhm. C'est la deuxième femme parce que ma mère était la première. Il y a eu une autre. Oui. On est arrivé là-bas. Il y a eu un peu de complications. C'est un grand garçon, on ne le connaît pas. Voilà. Oui. Quelle éducation que je vais lui donner? C'était mieux que son père soit là pour que son père l'amène lui-même. Mais madame, regardez-le. Regardez son corps. C'est votre sang. Comme ça qu'elle accepte. Comme c'était en novembre, en décembre, papa vient, ou en janvier, quelque chose comme ça. Mais je ne fais que 26 jours avec lui. Lui aussi, on l'avait empoisonné et il était mort. Mais, Ouais. Juste un mois que je l'attendais. Comme on s'était déjà vu, on a tout parlé. On avait déjà même causé parce que j'étais déjà à la maison. C'est quand il est rentré là qu'on l'a empoisonné? Oui, quand il est rentré. Quand il est rentré là, on a commencé à dire que bon, ok, tu es déjà un peu assez grand, je vais te trouver une formation que tu vas faire parce que je ne peux plus te mettre à l'école, tu vas faire le froid. Il est sorti avec ses amis un 26 janvier 1997. Et il était mort avec ses amis. On l'avait tué avec le poison avec le poil du tigre. Je ne sais pas comment ça se passe ces trucs-là. Et j'ai perdu mon père. Maintenant, la famille gabonaise du côté paternel, ils ne me connaissaient pas assez. On a cherché des richesses et on a chassé tous les enfants. Et moi, on a dit qu'on ne pouvait pas me prendre. Comme ça que je me retrouvais dans la rue. Ça, c'était quel âge? 97 peut-être. Là, je pouvais avoir déjà... si j'ai bonne mémoire, peut-être entre 18 et 19 ans. Hein. Ouais, 18 et 19 ans. Parce qu'il y a aussi des événements qui sont... Tu sais, la vie de quelqu'un, c'est comme un livre. Peut-être, je ne dirais pas peut-être certaines choses ici parce que c'est trop long. Oui. Mais je dirais quand même l'essentiel. Et c'est comme ça que j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé dans la rue. J'ai commencé à me prostituer au Gabon. Parce que je n'avais pas de moyens, je n'avais pas aucun recours. Aucune personne ne voulait me prendre. C'est comme ça qu'avec tout cela, avec la prostitution, avec tout l'argent que je gagnais, c'est comme ça que je me décide donc de quitter le Gabon pour aller au Cameroun, pour aller faire le deuil de ma mère. Parce que je n'avais jamais vu son corps. Et c'était très dur. Et j'ai terminé le deuil. Ma grand-mère, elle vit encore. Jusqu'à maintenant? Oui, elle est là, mais beaucoup vieille. Elle ne m'aimait pas trop, mais après, elle a fini par comprendre quand je lui ai expliqué beaucoup de trucs. Et elle a compris, elle a vu tout le film. Et elle a dit à tout le monde le jour du deuil qu'elle ne peut pas me rejeter. Je suis son sang, sa fille n'est plus là et c'était sa fille unique. Et elle a dit devant tout le monde qu'elle demande pardon parce qu'elle m'a détesté toute la vie parce que j'étais gay. Et elle m'a embrassé devant tout le monde.
Et puis on s'est séparés. Je lui ai laissé de l'argent, je lui ai dit que je pars en aventure. En aventure que je suis parti, j'ai traversé le Cameroun, Niger, Nigeria, Algérie, Maroc. Et du Maroc, j'ai fait là-bas 5 ans. Et après, plus tard, je viens aux États-Unis. C'est comme ça que la vie, c'est comme ça que toute ma vie s'est passée. J'ai tout perdu. Tout. Est-ce que tu ne penses pas que si tu as pris cette route-là, si tu es devenu gay en soi, c'est à cause justement des viols que tu as subi durant toute ton enfance, pendant 3 ans quand même, à être violé par ton oncle? Est-ce que tu ne penses pas que ça a quand même poussé à faire ces choix-là, d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'avant d'arriver chez lui, tu avais déjà une attirance pour les hommes? Jamais. Donc, c'est ce qui s'est passé en soi, quand même, qui t'a... En fait, en termes de sexualité, c'est tout ce que tu as connu. C'est ça. C'est tout, puisque j'ai jamais connu des femmes. En fait, je suis sortie avec certaines petites copines, mais c'est comme si je ne prouvais pas de plaisir, en fait. Tu vois, on va un peu préserver un peu la pudeur, mais j'avais jamais ressenti quelque chose avec des femmes. Et du coup, je t'assure que non, je me suis toujours posé la question de pourquoi je suis devenue comme ça. J'ai jamais connu comment je suis devenue comme ça. Subitement, pif, j'ai commencé à aimer les hommes. Mais c'est à cause des viols. Mais c'est à cause de ce qui s'est passé. Mais ton oncle, est-ce que il est gay, lui? Puisque s'il le faisait, ça veut dire qu'il est gay. Donc jusqu'à présent, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas de femme, rien? Il est toujours bien en vie. Jusqu'à maintenant? Il est là. La mauvaise graine ne meurt jamais, hein? Il est bien là, mais les relations ne sont plus les mêmes. Mais moi, j'ai été détruit. Il ne s'est jamais excusé jusqu'à présent? Rien du tout, et puis on ne s'entend même pas. Et puis le reste de ses sœurs, les oncles, tout le monde, la majorité aussi sont aux États-Unis. Quand je suis arrivé pour trouver un peu d'orientation, tout le monde m'a tourné le dos. Ils ne veulent pas de moi. Même les sœurs de mes oncles, voilà, les frères, personne ne veut de moi. Parce qu'ils disaient que non, j'ai saboté la famille. Alors que c'est à cause de lui. Merci. C'est juste une façon de protéger les frères, en fait. Mais... Donc les autres savent, les autres frères et autres, ils savent ce qui s'est passé. Toute la famille est déjà au courant. Mais ils n'ont jamais vraiment dit comme ça, là, que non, là, ce que tu vois là, on l'a condamné ou bien on fait une réunion de famille, rien. Tu connais la famille africaine, non? On a laissé, on a négligé, et puis c'est comme ça. Et les enfants ont grandi avec des traumatismes. On voit quelqu'un marcher, on voit que non, voilà, il va bien, il se porte bien, alors que c'est quelqu'un qui a plein de choses dans sa vie. Et non pas quelqu'un qui est un danger pour quelque chose. Et c'est ça que je suis. En quelque sorte, rechercher l'amour des autres aussi, mais d'une autre façon. Est-ce que tu arrives à trouver cet amour-là? Cet amour? Depuis le temps, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti aimé par des gens? Oui, je me suis senti aimé parce que dans le monde des réseaux sociaux et dans le monde numérique, j'ai vu beaucoup d'amour, comme beaucoup de haine aussi. Mais beaucoup de personnes sont avec moi parce que beaucoup ont compris mon histoire, en fait. Et ils la connaissent. Et les gens qui me connaissent aussi personnellement ont vécu quelque chose de pareil. Et les gens voudraient m'accompagner pour me dire que je ne suis pas seul, quel qu'en soit que non, le temps est passé. Et juste que ça a été dur. Ouais, très dur. Et je recolle les morceaux en grandissant, en vieillissant. Je recolle les morceaux, mais ma vie ne sera plus jamais la même. Ah, c'est clair. Hein. Mais tu es resté quand même dans un pays très développé. Pourquoi tu n'as pas pensé à prendre un psychologue? Parce que c'est quand même important, la santé mentale. Chez les Blancs, vraiment, je n'ai pas envie trop de toucher voir les psychologues. Pour moi, je me dis que non, ils vont encore empirer et réveiller trop de souvenirs. En fait, je ne les ai jamais fait confiance, en fait. Parce qu'en Afrique, nous, on n'a pas trop connu les psychologues. On connaît que quelqu'un peut te prendre, ou bien l'une de tes tantes peut te prendre pour t'encourager, ou bien pour te donner la force.
Mais être avec un psychologue, je n'ai pas trop fréquenté ces personnes-là en 10 ans aux États-Unis. Mais de toute façon, les souvenirs, ils sont là. Qu'ils soient réveillés ou pas, ils sont là. Et d'une manière ou d'une autre, ça continue d'agir dans ta vie. Tant qu'on vit, notre passé ne va jamais cesser de nous suivre. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui s'est passé. Mais bon, je me remets de mes blessures. Et puis, je suis déjà adulte maintenant. Le passé reste le passé, mais il reste là. Mais je survis, tout simplement. Celui qui m'aime, il m'aime. Celui qui ne m'aime pas, pas l'amour du sexe. Donc l'amour normal entre êtres humains. Parce que des personnes beaucoup comme nous sont beaucoup rejetées, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas leur histoire en fait. Parfois on devrait aussi donner la parole aux autres, de les entendre, de les écouter. Chaque personne a quelque chose de souvent à dire. Mais on n'a pas cette opportunité-là dans le continent africain d'écouter un peu plus les autres. Ah, c'est vrai. Et voilà un peu tous les facteurs qui me poussent encore, qui me donnent encore plus de courage à m'asseoir et à continuer à me battre pour les autres. Ouais, c'est justement pour ça qu'on fait ce qu'on fait là maintenant, parce qu'on a besoin d'entendre ton histoire, ce qu'il y a derrière. Parce que je trouve que les gens te voient beaucoup trop comme le clown de service. Mais derrière, c'est une personne quand même qui a du vécu, qui a une histoire, qui a des sentiments. Je ne sais pas si tu es déjà tombé sur des homophobes face à face, si tu as déjà vécu de la haine. Sur les réseaux, c'est une chose, oui, mais en face à face, dans la vraie vie, est-ce que tu as déjà été victime de ça? Ouais, j'ai été victime plusieurs fois de ça, surtout au Cameroun. Au Cameroun, j'ai été battu, j'ai été agressé. Et non plus de cela, j'ai aussi fait la prison, 5 ans. Non, battu et agressé, là, c'est pas par ta famille, là. À part non, ça, il y a encore d'autres personnes? Bien sûr, bien sûr. Au Gabon, des gens qui te croisent dans la rue comme ça qui... Oui, on t'attrape et puis on te tape. Nous sommes africains, tu connais. Et au Cameroun et au Gabon, c'est très fréquent. Beaucoup fréquent même. Parce qu'au Gabon, le Gabon est comme le Bénin. Il n'y a pas ça dans le code pénal du Gabon que l'on doit condamner les homosexuels. Donc il n'y a pas de loi pour eux. Mais par contre, nous sommes à la portée de la population. Des personnes mal intentionnées, je pourrais citer, je pourrais dire. Donc j'ai été battu, j'ai été agressé quelquefois, bastonné, tapé. Et puis, je me suis toujours en sorti. Ça n'a pas été facile. Et puis, mais on fait avec, c'est tout ça là qui me pousse à sortir complètement de l'Afrique parce que certaines personnes m'ont dit que ta place n'est pas ici. Il faut que tu sortes de ce pays pour trouver un peu mieux ailleurs. C'est pourquoi j'avais mis dans mon idée de sortir en aventure pour... Depuis que tu étais parti, tu n'es plus jamais revenu? C'est la première fois en 10 ans. Que tu reviens encore en Afrique? Ouais, c'est la première fois que je viens en Afrique et c'est le Bénin que je suis venu pour la première fois depuis 10 ans. Et c'est quoi la sensation? Comment ça se... Enfin, qu'est-ce que tu ressens? La sensation, je me ressens vraiment chez moi parce que je vois mes frères, je vois mes sœurs, je vois la même peau que moi. Oui. Et c'est vraiment de l'amour. Même si on ne se parle pas, même si l'esprit est commun, mes frères restent mes frères. Mes sœurs restent mes sœurs. Mais en Europe, en Occident, c'est pas ça. On a trop de discrimination là-bas. Ah oui? Même là-bas? Bien sûr. Discrimination raciale, homophobie. Mais seulement que... Le combo des deux, waouh! Oui, seulement que non, le niveau de la brutalité n'est pas la même. Au moins là... J'ai les frissons. Ça arrive. Donc seulement que là-bas, on ne touche pas les gens. On n'agresse pas les gens, mais tu peux tomber sur des mauvaises personnes. Nul n'est à l'abri de quelque chose. Donc, un incident peut arriver à n'importe quel moment. Donc, mais sinon, je préfère quand même vivre aux États-Unis parce qu'en 10 ans, j'ai jamais été brutalisé. J'ai jamais été battu. La loi nous protège. Les associations nous protègent. Et... je vis là-bas, je fais ma vie et puis j'ai juste parfois aussi besoin d'orientation pour connaître un peu plus mieux comment aider, comment faire. Parce que ce que j'ai vécu, moi, je voudrais laisser quelque chose pour que personne d'autre ne puisse jamais faire ça à quelqu'un. Parce que c'est comme ça. Je pense que moi, enfin, en tout cas, moi, de mon côté, le conseil que je vais te donner vraiment, c'est de prendre en compte quand même les psychologues. Un psychologue. Oui, franchement...
c'est vrai que peut-être même dans un psychologue, tu peux trouver des homophobes, hein, mais trouve quelqu'un qui va vraiment te comprendre et va vraiment t'écouter. Parce que, qu'on le dise, quand tu parlais, les larmes sont venues à tes yeux, je les ai vues, tu vois. L'histoire est quand même encore là. Et si toi-même, tu n'arrives pas à guérir, tu ne pourras pas aider ceux qui ont vécu la même chose que toi. Moi, j'ai bien envie que ça soit toi qui leur tende la main. Mais pour ça, il faut que toi-même, tu guérisses. Parce que faire rire les autres, c'est bien un temps. Mais quand tu rentres à la maison, quand tu es seul là, ta vie te retombe dessus. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu ressens, ça te revient à la surface, en fait. Mais c'est vrai ce que tu dis. Au lieu de psychologue, quand même aux États-Unis, j'ai vu des thérapeutes. Ah oui. Et comment ça se passait? Ça s'est passé comme, par exemple, comme Oui, on discute actuellement, oui. discuter, parler de ça, Oui. donner plusieurs facettes. Mais la seule chose que je n'ai pas aimé, c'est les comprimés qu'on me donnait. Il faut boire les comprimés aussi, les comprimés de la dépression, des trucs un peu comme ça. Moi, je suis africain. Comprimés de dépression, c'est pour les... Je dis que je ne veux pas devenir fou. Parce que des trucs comme ça, là, eux, ils prennent leurs médicaments et ils savent, tu vois, mais moi, ça peut me faire encore dérailler au lieu que ça m'aide, ça peut me détruire. Oui. Et c'est de ça que j'ai peur. Parce que si c'est pour le blanc, si on constate un seul instant que non, quelque chose ne va pas dans ta vie, on peut t'interner. On peut même t'enfermer pour qu'on te soigne. Mais on va te soigner de quoi? Si tu n'as pas la volonté, on va te soigner de quoi? On va te donner les comprimés et puis voilà, et puis voilà, et puis c'est parti, et puis tu vas perdre. Donc pour moi, c'est pas très sécurisant. C'est pourquoi j'ai décidé de ne jamais toucher les comprimés des blancs en matière de dépression ou de quelque chose. Ça, ce sont mes droits. Parce que je sais qu'est-ce que ça fait. Parce que j'ai vu des gens qui ont bu les comprimés, ils sont revenus comme les gens qui sont un peu fous, un peu genre. Et moi, j'ai eu peur de ces comprimés-là. C'est pourquoi je dis la thérapie aussi est très bien. Mais il faut seulement trouver de bonnes adresses, de bonnes personnes. Si. Voilà, mais pas n'importe qui ou n'importe quoi, en fait. Tu as dit tout à l'heure que tu aimerais aider justement les gens et tout ça. Est-ce que tu as déjà des pistes de solutions, des trucs parce que bon, moi je pense que chez eux là-bas, le travail est quand même fait. Parce qu'il y a des associations par-ci, par-là, et puis la loi vous couvre. Est-ce que tu ne penses pas que guérir de ton traumatisme, ça sera venir faire des actions, mais en Afrique? Parce que c'était ta bête noire. Oui, aujourd'hui tu as passé un cap et tu es venu en Afrique. C'est quand même un grand chemin que tu viens de franchir là, une grande barrière. Mais moi, je pense que le travail que tu as à faire, c'est ici. Parce que ceux qui sont ici, comme on disait tout à l'heure hors caméra, ceux qui sont ici, ils continuent de souffrir. Ceux qui sont ici, on continue de les insulter, de les critiquer, de leur jeter la pierre dans la rue. Je pense que le travail qu'il y a à faire, c'est ici. Les lois qui sont créées là-bas, là, il faut faire des combats ici pour ça. Moi, je sais que ça ne sera pas facile. Mais si tu as vécu tout ce que tu as vécu, c'est pour une raison. Et je pense que la personne qui sera la mieux placée justement pour faire ça, c'est toi. On peut. Rien n'est impossible. Seulement que la vie n'est pas une garantie. Si. On peut être là aujourd'hui, on n'est plus là demain. Oui. Donc, on va seulement tout mettre entre les mains de Dieu et voir comment les choses vont progresser avec le temps. Mais je pense bien qu'on peut beaucoup travailler avec des personnes comme toi aussi. Je pense que, et d'autres personnes, et si on se rassemble et puis on continue comme ça, je pense bien que on peut faire quelque chose. Moi, mon problème, c'est que je suis devenu quelqu'un que je ne voulais pas être. Parce que mon destin n'était pas ça. Parce que même sur les réseaux sociaux, les gens regardent, mais celui-ci, on ne lui comprend pas. Il porte les habits de femme aujourd'hui, il est un garçon demain, il est en femme aujourd'hui, mais il veut quoi exactement? Mais les gens ne comprennent pas. Parce que je reviens toujours à ma nature, je veux être celui que j'ai toujours été. Mais ils ont tout détruit, tout complètement détruit, ils m'ont laissé comme ça. Et hormis de ça, ils ont pris mes parents aussi. Pas d'orientation. Qui va m'éduquer? Qui va me donner des conseils? Il a fallu que je me batte seul depuis mon bas âge, me battre avec des idées, et puis jusqu'à ce que je grandisse, et puis je mûris, et puis je décide de partir en aventure seul.
parce qu'il n'y avait pas ma place en Afrique. C'est comme ça que je suis sortie, mais déjà, je tire un chapeau parce que j'ai quand même réussi Ouais. de mon aventure à ici, parce que du Maroc, de l'Afrique, du Maroc jusqu'aux États-Unis, j'ai tenté plusieurs fois de prendre la pirogue pour aller en Espagne, de 4 fois, plus de 5 fois. Ça n'a pas réussi. L'eau m'a toujours rejeté. Je me suis même noyé. Les gardes-côtes nous ont prises, les gardes marocains nous ont prises. C'était comme un jeu pour nous. Mais c'est notre vie aussi qu'on risquait. Et puis j'étais obligé de demander asylum, donc de demander en tant que réfugié pour que j'arrive à quitter le pays. Et puis ça m'a coûté beaucoup de temps, 5 ans. Mais j'ai quand même réussi à entrer et puis à faire un peu ma vie. Donc on a encore beaucoup de travail à faire, mais je ne lâcherai pas tant que je n'ai pas encore atteint l'objectif principal. De toute façon, tu es déjà sur la lancée. Et comme on le dit, tu fais le travail d'abord sur toi. Et parce que tu es passé par le processus, tu sauras bien comment aider les autres également. Yeah. Mais tout de suite, moi, j'ai eu 2 questions. Tu as dit à un moment donné que tu t'es prostituée. Ben, ça veut dire que c'est des hommes qui venaient vers toi? Je me suis prostituée. Ce sont des hommes qui venaient vers moi parce que il fallait que je les fasse certaines choses. Et puis, Mais, voilà. ça veut dire justement que tu n'étais pas seule à être comme ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pourquoi c'est toi qui as été autant malmenée alors que des gens comme toi, il y en avait plein? Oui, des gens comme moi, il y en avait plein, mais c'est comme je disais aussi auparavant, chaque personne a son histoire. Ouais. Les histoires ne sont pas les mêmes. Ça dépend comment ça s'est passé. Les familles ne sont pas les mêmes. Ça dépend de l'éducation. Ça dépend de beaucoup de trucs, de l'environnement et le cercle dans lequel nous avons grandi. Si. Donc, après ça, peut-être 1 an ou 2 ans ou quelques années se sont déroulées avant que... C'est pas que c'était du coup. Parce qu'il fallait que je guérisse d'abord de mes blessures. Si. Et de me remettre sur pied. Mais après ça... C'est incroyable parce que j'ai toujours aimé les hommes. Je n'ai jamais compris ça, franchement. Je n'ai pas de réponse moi-même pour ça. Moi, je pense que c'est... Franchement, je n'ai pas la science infuse des choses, mais je pense que c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et là, tout de suite, en fait, ça me fait voir les choses différemment. Je me dis, est-ce que toutes les personnes aujourd'hui qui sont gays ont eu une histoire particulière qui, justement, les a orientées de cette manière, où il y en a qui vraiment c'est inné depuis qu'ils sont nés, ils aiment les hommes et tout. Parce que toi, je pense que c'était pas comme ça quand même quand tu es né directement. Comme tu l'as dit, tu avais une histoire différente, mais la force des choses, ce que tu as vécu, t'a poussé quand même à changer de voie. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Je sais pas, est-ce que tu as déjà discuté avec des gays comme toi? C'est quoi leur histoire à eux? Qu'est-ce que... De toutes les façons, moi, j'ai toujours dit... On ne naît pas quelque chose, mais on le devient. Oui. Mais d'autres homosexuels disent, c'est faux, on naît quelque chose et on le devient. J'ai dit, donc tu veux me dire qu'on est président, quand tu es bébé, après tu deviens président? C'est impossible. Mais d'autres homosexuels disaient que non, moi je suis né comme ça. Je leur ai dit non, on ne naît pas quelque chose, on le devient. Ils n'ont jamais accepté, mais moi j'ai toujours dit, je ne suis pas né comme ça, je le suis devenu. Parce que je n'étais pas comme ça. Mais eux, ils disaient que non, ils sont nés comme ça. Chaque personne a son opinion, chaque personne a sa façon de penser. Donc, Mais du coup, là, si on réfléchit bien, tu rejoins quand même un peu les personnes qui disent que c'est une maladie. Il y en a qui disent que l'homosexualité, c'est une maladie. Même s'ils ne sont pas contre, ils disent que c'est quand même quelque chose qui les a poussés à devenir comme ça. Est-ce que tu penses que c'est la même chose pour toi qu'on peut en guérir en soi? Je suis d'abord très spirituel aussi, chrétien, catholique, et puis chrétien. Bon, mes parents étaient catholiques, mais moi-même, je suis protestant. Et je connais un peu les petites lois de la Bible, pas les grandes lois qui interdisent l'homosexualité. En tout cas, même chez les musulmans, il y a le Coran qui interdit l'homosexualité. Même ça interdit aussi beaucoup de trucs. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous tous, nous sommes des pécheurs parce qu'on a, tu vois, on a transgressé quelque part. Donc, pour moi... je ne sais pas vraiment si c'est une maladie.
je ne pourrais pas soutenir quelque chose dont moi-même je ne connais pas quelle est sa production, d'où ça sort ce truc-là. Je ne sais pas d'où ça sort, donc du coup, je ne saurais pas vraiment quoi dire. Est-ce une maladie, la sorcellerie, ou qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et on est tellement nombreux dans le monde entier. Alors, leur histoire est comment? Ils sont nés comme ça? Il y a certains qui ont eu des traumatismes aussi comme moi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je me pose beaucoup de questions et beaucoup. Et il n'y a personne qui peut me donner ces réponses. Tu vas les chercher. Et je vais les trouver. Oui. Parce que c'est toi, justement, c'est toi qui vas donner ces réponses-là au monde. Et si c'est que c'est une maladie et qu'il faut en guérir, moi, je n'ai pas d'avis particulier par rapport à ça parce que ce n'est que les personnes qui l'ont vécu dans l'âme qui puissent comprendre en fait tout ce que c'est. Mais si c'est qu'il faut avoir une réponse à ça, c'est toi qui le sauras. Si c'est que c'est une maladie et qu'il faut en guérir, c'est parce que tu cherches, c'est parce que tu te poses des questions que tu vas découvrir et tu pourras aider justement les gens. Merci, je l'espère bien. Oui. En fait, tu vas chercher à force de parler parce que je pense qu'aujourd'hui, à cause de l'homophobie de certaines personnes, les gays n'arrivent pas à s'ouvrir, à parler, à discuter avec les gens, à raconter leur vie, à raconter leur traumatisme. Donc, avec toi, ils seront beaucoup plus à l'aise parce qu'ils vont se dire, elle est comme moi. Bien sûr. Tu vois? Donc, tu t'approches d'eux, tu discutes avec eux. C'est quoi l'histoire de chaque personne? À travers l'histoire de chacun d'entre eux, tu arrives à comprendre, tu arrives à faire des liens, tu arrives à voir. Si c'est que chacun naît, si c'est que certains, comme ils le disent, ils sont nés comme ça, il n'y a rien eu d'extraordinaire, c'est que tu sauras qu'il y a des cas comme ça. Mais si c'est que chacun d'entre eux a une histoire différente, a une histoire impactante, a une histoire poignante, tu sauras que ça vient de quelque chose. Et ceux qui sont devenus, ce n'est pas de leur faute, mais c'est à cause des coups de la vie. Bien tu sûr. vois? Et franchement, moi, j'ai hâte. J'ai hâte que tu trouves ces réponses-là parce que d'une manière ou d'une autre, tu vas changer le monde et tu vas répondre à la question de beaucoup de personnes. Ouais. Moi, je te souhaite. Je le souhaite aussi, Franchement, moi-même aussi. On vient de te trouver un nouveau combat. Merci. Un nouveau combat de trouver la réponse à ces questions-là, de pouvoir discuter avec les gays. En plus, ils te suivent, ils t'admirent, ils t'adorent beaucoup. Donc, tu auras cette facilité-là à discuter avec eux et... essayer de faire quelque chose. J'espère que la prochaine fois qu'on va se voir, ça sera avec justement ces réponses-là. Plaisir. Je l'espère aussi. Wow. Bon, je pense que moi, j'ai déjà eu ce que je voulais. Je voulais voir l'humain derrière et moi, je l'ai vu. Bien sûr. Le pourquoi, justement, tu t'habilles en homme, tantôt en femme et tout ça. Moi, j'ai compris aujourd'hui. Oui. Et on va s'en arrêter là. J'espère qu'on aura une suite, évidemment, comme on l'a dit. Ça sera justement avec les réponses à ces questions. Moi, tout ce que j'ai à dire maintenant, c'est est-ce que tu as un mot, non seulement aux personnes trans, aux personnes gays, aux autres également qui sont homophobes et tout ça. Enfin, si tu as un message impactant, un message poignant à donner à ces personnes et également aux personnes qui ont eu un vécu lourd, des gens qui ont été traumatisés depuis l'enfance, est-ce que tu as quelque chose à leur dire? À toi de gérer. Je n'aurais pas grand-chose vraiment à dire au monde LGBT, mais les LGBT, je vais juste les envoyer le message pour dire je ne connais pas leur histoire. Mais je peux imaginer beaucoup de choses. Je peux même les ressentir. Et je vais seulement leur donner du courage, de la force et d'être fort. Et s'ils croient en Dieu, qu'ils prient aussi. La prière est très importante parce que c'est la prière qui nous soutient, qui nous maintient en vie. Et que je suis avec eux de tout cœur et que je me battrai comme je peux pour leur rendre leur sourire. Parce que je pense que leur sourire, leur joie de vivre a été volée et je dois les restituer leur vie normale. Donc beaucoup de courage à eux. Et pour les homophobes, il y en a des homophobes partout. On est libre de aimer qui on veut, on est aussi libre de détester qui on veut. Mais on n'a pas le droit de condamner. Parce que nous tous, si tu me juges, moi, veut dire que toi aussi, on peut te juger. Ouais. Donc, qui n'a jamais péché jette la première pierre. Hein, oui. Ouais. Donc, pour les homophobes, on vous aime, vous êtes nos frères,
vous nous aimez peut-être pas, mais essayez aussi de nous comprendre ou de comprendre les autres. Ne lancez pas très vite la pierre parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites, quel mal que vous faites pour les autres en fait. Donc essayez d'écouter vos frères, soyez compatissants. Si vous n'êtes pas compatissant, au moins soyez tolérants. La tolérance est très importante. Parce que quand tu tolères quelque chose, quelqu'un qui tolère quelque chose, donc veut dire que celui-là, il peut donner de l'amour à son prochain. Donc ne détestez pas vos frères parce qu'ils sont gays, mais cherchez plutôt à les connaître. Parce que j'en suis sûr, ils ont envie de vous dire quelque chose. Parce que chaque personne a envie qu'on l'écoute. Chaque personne a besoin d'un câlin. Câlin dans quel sens? J'ai besoin que tu m'encourages. J'ai besoin que tu me donnes de la force. Et non pas que tu viens assombrir mon esprit pour me tuer encore plus. Alors, mon combat est pour ce fait. Donc, c'est tout ce que je peux dire en fait. Merci. Le plaisir est partagé. Je dis merci, mais surtout merci pour la personne que tu es. Parce que tu es très ouvert d'esprit. Ouais, je suis beaucoup très ouvert d'esprit et très fort. Beaucoup. Parce que ce n'est pas pour mettre l'idée dans ta tête, mais beaucoup auraient déjà succombé. Beaucoup seraient déjà partis, beaucoup auraient déjà laissé tomber. Et je pense que si tu es encore là jusqu'à présent, c'est pour une raison. Vraiment. Et moi, j'ai ma raison. J'ai la raison dans la tête. Et j'espère que tu vas y arriver. J'espère que Dieu te prête l'envie pour que tu atteignes justement ces objectifs-là et que tu puisses laisser l'impact que tu veux laisser sur Terre. Yeah. Merci encore d'être venu. Merci de t'être ouvert à moi. Merci à toi de m'avoir reçu. Oh, c'était un plaisir. Yeah. Ok, c'est bon, on a fini. Merci beaucoup et j'espère que vous allez voir les gens d'une autre manière. Vous serez beaucoup plus tolérant, comme il a dit. Même si vous n'acceptez pas, vous pouvez ne pas les détester. Je peux comprendre que certains n'acceptent pas parce que c'est pas ce qu'ils ont connu. Mais ne les détestez pas. Parce que ce sont des personnes à part entière. Essayez de donner de l'amour partout où vous passez, tout simplement. Voilà. Merci.